Le 28 septembre 2008, SpaceX lance sa quatrième Falcon 1 depuis l'île d'Omelek, dans les îles Marshall. Avec ce lancement, la Falcon 1 et à travers elle SpaceX devient le premier lanceur privé à atteindre l'orbite. À l'époque déjà, et même si SpaceX a une avance certaine, ce sont les prémices du spatial actuel qui se dessinent progressivement. Rocket Lab, Blue Origin, SpaceX, toutes ces compagnies sont fondées entre 2000 et 2010 et contribueront grandement à donner au spatial l'aspect qu'il a aujourd'hui. Avec l'essor des compagnies privées, notamment américaines mais aussi chinoises, on observe en quelques années une explosion de la bulle spatiale. Nanosatellites, CubeSat. Le prix de certains de ces petits satellites ne se compte maintenant plus qu'en dizaines de milliers de dollars et de plus en plus de compagnies les fabriquent en baissant les coûts quand d'autres s'occupent de les lancer. En 2 ou 3 décennies seulement, l'ancien satellite est passé d'un privilège réservé à une compagnie devant investir des moyens importants à quelque chose de presque abordable pour un prix de lancement parfois aussi bas que 150 000 $, pouvant quand même grimper à 1 million. De nos jours, et encore plus avec la réutilisation, grandement popularisée par SpaceX, il faut l'avouer, le secteur des lanceurs est devenu un marché beaucoup plus changeant, obligeant toute compagnie désireuse de faire de gros bénéfices à s'adapter. Face à ça, avec la situation de l'Europe, notamment à travers Arianespace, et à la pression commerciale qu'elle subit de plus en plus, on pourrait se demander si l'Europe n'accuse pas un certain retard. Pour répondre à cette question, assez large, il va falloir se retrouver après le générique pour une nouvelle dose d'espace. Répondre à la question « L'Europe spatiale est-elle en retard ?» est, comme je le disais en introduction, assez compliqué. Pour y répondre, il faut aussi, d'un côté, se pencher sur l'aspect commercial des lanceurs, ce qu'on va faire après ça, mais aussi se pencher sur les capacités techniques développées. Car, même si le premier réflexe pourrait être de se tourner vers les lanceurs si on veut mesurer les capacités de l'Europe, ce sont aussi les missions scientifiques qui doivent être prises en compte. Je ne parlerai pas des missions d'observation de la Terre et du climat, qui sont déjà légion, mais il est, en revanche, utile de faire un petit détour pour avoir un rapide aperçu de la présence européenne dans le système solaire. Déjà, en premier, il faut noter la mission Bepi-Colombo, qui devrait arriver autour de Mercure en 2026 et est composée de 2 orbiteurs attachés ensemble pendant le voyage. Mais au-delà de ça, il faut aussi noter des missions comme Cheops, chasseur d'exoplanètes, ou Gaia, qui nous permettent, elles, d'avoir le plus vaste catalogue d'étoiles connues. Gaia permet, en plus, de cataloguer la position, le mouvement et la parallaxe de près d'1,3 milliard d'étoiles et, avec une probable extension de mission jusqu'au 31 décembre 2025, son catalogue, qui en est à sa 2e version, va encore s'agrandir.
Lancée en 2013, Gaïa est tout simplement unique et est une fenêtre ouverte sur la Voie lactée, tout en permettant de mieux comprendre son évolution dans le temps. Au-delà de ça, des missions comme Solar Orbiter, Mars Express et l'orbiteur d'ExoMars sont elles aussi des missions qui sont des fenêtres ouvertes pour mieux comprendre notre Soleil ou Mars. Il faut ajouter à ça des missions passées comme l'atterrisseur Huygens, seul atterrisseur posé sur Titan à ce jour, Vénus Express, SOHO, Rosetta et son exploration de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, le cargo ATV. À tout ceci, il faut ajouter des missions futures comme Envision vers Vénus, JUICE vers Jupiter et ExoMars 2022 vers Mars, et bien d'autres. Dans tout ça, je n'ai pourtant même pas encore parlé de son implication importante dans des programmes majeurs comme l'ISS, Artemis, Hubble ou James Webb, et plein d'autres missions chinoises, japonaises et russes. Bref. Inutile de plus rentrer dans les détails, je crois. D'un point de vue exploration spatiale et capacité technologique, et malgré quelques échecs, l'Europe est tout sauf en retard comparé à d'autres agences comme la NASA, la CNSA en Chine ou la JAXA au Japon. Là où cette affirmation devient plus compliquée à défendre, en revanche, c'est quand on retourne au sujet des lanceurs spatiaux. Car s'il n'existe pas de pression commerciale pour envoyer un rover vers Mars ou un orbiteur vers Jupiter, la situation est tout autre pour lancer un satellite commercial. Alors, pour commencer, je vous propose une petite vue d'ensemble de la situation actuelle. Déjà, il faut savoir que les lanceurs européens ne sont pas rattachés à l'ESA, mais à Arianespace, elle-même gérée par Ariane Group. Arianespace s'occupe, ainsi, de la commercialisation des lanceurs comme Soyuz, Vega ou Ariane. Sur ce graphique, notez que les prix que vous voyez sont très approximatifs et qu'ils prennent en compte de petits lanceurs comme Electron et de bien plus lourds comme la Falcon Heavy. De plus, Electron ne met que 300 kg en orbite et la Falcon Heavy plusieurs tonnes. Donc, il reste plus avantageux de payer plus cher le kilo pour un satellite de 200 kg qu'un vol sur un lanceur plus lourd. Mais bref, quand on regarde ces chiffres, on se rend compte qu'Ariane et Vega font partie des lanceurs dont le prix au kilo en orbite est le plus élevé. Ce chiffre est cependant trompeur. Il ne prend pas en compte les capacités des lanceurs et leur flexibilité, comme le fait qu'Ariane peut lancer 2 gros satellites en duo, ce qui est un gros avantage. Un autre chiffre intéressant à regarder, c'est le nombre de lancements commerciaux en 2020. Si SpaceX domine le marché, et je n'ai compté que les lancements de satellites et les vols de la NASA, qui représentent 4 vols sur 11, on se rend compte que cette domination n'est que faible, et qu'Arianespace, avec Vega et Ariane 5, est loin d'être la dernière du marché. Si, dans un futur proche, la compétitivité d'Ariane est, il faut le reconnaître, discutable, cette situation devrait cependant s'améliorer. Les changements devraient arriver avec le développement de prototypes comme Themis, qui devrait voler dès 2023 et permettre à l'Europe de faire ses premiers pas dans la réutilisation.
Mais, en plus, il faut aussi noter le développement d'Ariane Next, nom actuel du projet du lanceur qui succédera à Ariane 6. Car, bien qu'Ariane 6 n'ait pas encore volé, il est désormais évident que, si Ariane Group veut rester compétitif, l'après-Ariane 6 doit commencer maintenant. Car, si la carrière d'Ariane 5 aura duré près de 25 ans, celle d'Ariane 6 devrait, tout doucement, arriver à sa fin vers 2030. L'avenir ne semble donc pas non plus horrible. De plus, il faut noter le développement du moteur réutilisable au méthane et à l'oxygène liquide Prometheus. Imprimé en 3D, il devrait permettre de diviser les coûts de fabrication de ce type de moteur par 10 et servir de base au futur moteur d'Ariane Next. On notera aussi l'annonce récente du transfert de la construction du moteur Vulcain qui se fait à Vernon vers l'Allemagne. Mais, en plus de ces difficultés, Ariane Group n'est désormais plus non plus seul en Europe. Ces dernières années, de plus en plus d'entreprises privées se lancent, elles aussi, dans la course à l'espace. Je ne vais pas trop en parler maintenant, mais l'une des plus prometteuses est très probablement la française Venture Orbital, dont le lanceur Zephyr devrait pouvoir placer 80 kg en orbite basse et décoller dès 2024. On peut aussi citer la compagnie allemande Rocket Factory, dont le lanceur RFA-1 devrait pouvoir placer 1,6 tonnes en orbite et être inauguré en 2022, lancé depuis une plateforme en mer du Nord. En résumé, l'arrivée d'entreprises privées dans le paysage spatial européen fera, probablement, beaucoup de bien, permettant à de nouvelles compagnies de se tailler un nom. Certes, il est encore trop tôt pour savoir à quoi le spatial européen ressemblera dans quelques années, mais différentes techniques, comme l'impression 3D, permettront, très probablement, de faire de petits miracles. De plus, toutes ces compagnies privées s'avéreront probablement très intéressantes à suivre, et soyez certains que c'est ce que l'on fera ici. D'ailleurs, on en reparlera probablement très bientôt. En attendant, et pour résumer cet épisode, le retard européen en termes de compétitivité et de réutilisation est, certes, un fait, mais il n'est pas non plus un fossé impossible à combler. Mais c'est aussi un sujet difficile, car le terme spatial européen peut désigner plein de compagnies et sous-compagnies différentes dans plein de secteurs d'activité et donc avec des contraintes et des situations économiques grandement différentes. En tout cas, avec l'arrivée de compagnies privées et le développement de la réutilisation, l'avenir n'est peut-être pas non plus aussi noir qu'on peut l'entendre, surtout si l'Europe se lance dans les vols habités, comme on l'entend dire maintenant depuis longtemps. Mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.